Donc je vais excuser tout de suite l'équipe du centre Joliot-Curie. Vous savez que je suis vacataire au centre Joliot-Curie, je suis Manip Radio et je fais des interventions en traitement de cancer. L'équipe travaille très tard ce soir sur Boulogne. Les traitements ne vont pas terminer avant 19h, 19h30. Il faut savoir que dans des équipes de traitement de cancer, ils commencent très tôt à 7h30 le matin et on traite très tard. Et cette équipe, elle est bien déçue. Monsieur Dandois, docteur Dandois, radiothérapeute, Madame Tomajeski, Monsieur Bernaud, je me trompe, excusez-moi. Tous les radiothérapeutes s'excusent de ne pas pouvoir être là puisqu'ils doivent être proches des patients. Mes collègues Manip Radio auraient aimé être là et je leur fais vraiment un coucou et je leur envoie tout mon courage. Et je pense aussi à tous les patients qu'on traite là-bas au centre de traitement de cancer. J'excuse aussi Stéphane Diossard, qui, vous le connaissez bien, est un élu, qui est du monde agricole et qui soutient totalement le projet. Je l'excuse parce qu'il y a, et tous les élus, parce que je ne savais pas que ce soir, il y allait y avoir une réunion communautaire, un conseil communautaire dans la région de la CCFI, donc dans mon secteur à Lille. Voilà, donc j'excuse les élus, peut-être qu'il y en a qui sont présents, et je vous remercie, moi, vous d'être là et d'être avec moi. Je ne vais pas prendre trop la place de Jean-Marc. J'entends déjà pas mal. Ouais. Non. Merci Sylvie. Alors on est là pour parler de vivre, c'est le titre de ce livre, vivre avec un point d'exclamation. Donc oui. C'est une affirmation, c'est presque oui. un coup de poing. Il n'est pas anodin ce point d'exclamation, vivre. Oui, il n'est pas anodin. Il n'est pas anodin parce que je mets l'exclamation sur le fait qu'il faut pouvoir vivre, même si on vit un stress post-traumatique ou si on a vécu un trauma. Rester enfermé, isolé ou tomber dans des pièges du stress post-traumatique, c'est pas simple. Et je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais je vais vous donner 5 chiffres. Le cerveau, il aime les chiffres. 5 chiffres. Tout ce que je vais vous dire ce soir, vous en avez déjà entendu parler. Tout ce que je vais vous dire ce soir. 90% d'entre vous ont déjà entendu parler du stress post-traumatique, du trauma, du burn-out ou de l'épuisement. C'est-à-dire que ce n'est pas un scoop. Ce que je vais vous raconter, ce n'est pas du tout du scoop. Seulement 15% d'entre vous d'une assemblée, mais je vous ai un peu trié sur le volet, mais 15% d'entre vous vont prendre ceci au sérieux. Et parce que votre mental va s'affronter avec votre ego, et c'est normal. Vous allez dire, avec ce qu'elle raconte, oui, mais c'est peut-être pas possible, ou c'est peut-être pas pour moi, oui, mais moi je sais, ou voilà, ça c'est votre mental qui va dire ça, et c'est ok. Il y a beaucoup de personnes ici dans la salle que j'ai coachées et qui atteignent leur réussite. Donc je sais, et je fais des clins d'œil, je sais qu'ils réussissent. 50% de ces 15%, donc ça fait plus que 7,5%, vont essayer la méthode vivre. 3% vont s'y tenir. Ceux qui vont lire le livre, ceux que j'ai coachés, ils l'ont fait, voilà. Et une personne de façon sérieuse. 100%, je le répète 3 fois, des 3% vont réussir à sortir et à comprendre et à reposer les fondations de ce qui est solide. Parce que, vous le savez, tout ce qui ne se voit pas, dans une maison costaud, tout ce qui ne se voit pas, ce sont les fondations. Aujourd'hui, on va parler de fondations. Et donc, comment on sait tout ça? Comment on connaît ces chiffres? Parce que vous allez me dire, mais il faudrait des sources. Alors, les sources, c'est très simple. En 1995, les premiers livres sont vendus sur Internet. Donc, on a des bases de données. Et on va, en 2000, faire une étude. Et on va envoyer cette étude à toutes les personnes qui auront acheté le livre. 1 million d'exemplaires va être vendu de ce livre. Vous voulez le titre? Comment devenir riche avec l'immobilier? Déjà, je vous intéresse, les intéresse, tiens, ils sont attentifs. Comment devenir riche avec l'immobilier? Et en fait, on va envoyer ce questionnaire à toutes ces personnes
Et on va demander des questions simples. Est-ce que vous avez déjà ouvert le livre? Est-ce que vous avez lu un tiers du livre? Est-ce que vous avez lu la 4e de couverture? Et voilà, c'est comme ça qu'on va avoir ces données sur comment ça va fonctionner ou pas. C'est voilà d'où sont tirés ces chiffres. Ça va pour vous? C'est une belle entrée en matière. Et combien sont devenus riches avec l'immobilier? Avec cette méthode, en l'ayant appliquée totalement, dans cette étude et sur ce livre-là, qu'on veut tous trouver, il y a une seule personne qui va devenir millionnaire, et il y en a plusieurs, beaucoup même, qui se seront enrichis. Ils ne sont pas millionnaires, mais ils se seront enrichis. Donc ça, c'est clairement une invitation pour lire le livre, faire les exercices, appliquer les conseils de Sylvie, aller jusqu'au bout pour vaincre le stress post-traumatique. Alors, je crois savoir qu'il y a pas mal de professionnels de santé parmi nous ce soir, mais est-ce qu'on peut rappeler, Sylvie, quand même, rapidement, de manière claire, qu'est-ce que c'est au juste le stress post-traumatique? Par quoi est-il causé? Alors, le stress post-traumatique, ça veut dire qu'il se passe quelque chose post, parce qu'il y a post. Le stress post-traumatique, c'est, on a vécu un événement ponctuel qui s'appelle le trauma, et de là découle, ou pas, un stress post-traumatique. Donc, c'est un événement ponctuel qui va s'imprimer au niveau du cerveau, comme un état de rémanence, qui va vraiment s'imprimer. On connaît la date, l'heure, c'est très simple. Pour savoir si quelqu'un a vécu un trauma, il va vous détailler toute la scène en détail, l'heure, le jour, le lieu, il pourra vous dire où il est, si sa tenue, ses chaussures, qui était en face de lui, il vous détaillera la scène de façon très très précise. Alors je vais donner un exemple. J'ai parlé tout à l'heure de soignants et de l'équipe de radiothérapie dans laquelle j'interviens. Un patient à qui on annonce un cancer, il s'en souvient. Le jour où on lui dit, on lui annonce, il s'en souvient. Très bien. Vous pouvez lui demander tous, 100%, se rappelle le jour, l'heure, la date. Si le médecin avait des lunettes, si la manip était souriante, si l'équipe autour de lui, elle était bienveillante, si les amis ou pas, ce qu'ils lui ont répondu ce jour-là, ils se souviennent de tout. Ils sont en trauma. Je vais parler d'un autre trauma. Une soignante, je peux? Une soignante qui va être agressée par un scalpel, par un patient. Stress post-trauma. Un trauma, ça existe, c'est tous les jours. Je vais vous parler d'un autre trauma, parce que tout à l'heure j'avais un journal ici, mais je ne l'ai pas. Je vais vous parler des inondations. Ah oui, je ne veux pas aller chercher le journal. Non, non, maman, t'inquiète pas. Tout va bien. Tout va bien. Alors, oui, ici, c'est une terre de trauma. L'Audomarois ont vécu les inondations. J'ai des amis ici qui sont dans la pièce, qui ont vécu ce trauma. Une trahison, vous voyez défiler, hein, j'ai défini différents traumas. Un accident grave, une trahison. Moi aussi, j'ai vécu les traumas, c'est pour ça qu'on vient sur ce sujet. Mais j'ai une question plus précise, oui. Un petit peu provocatrice. Bon, bien sûr, on comprend tous que quand on assiste à un événement un peu choquant, quand on reçoit une mauvaise nouvelle, on est heurté. Mais est-ce que c'est si grave que ça, docteur? Ah, je ne suis pas docteur. Quoique docteur. Alors, est-ce que c'est si grave que ça? Notre cerveau a une capacité de digérer ces traumas avec le temps, dans les 3 mois, naturellement. Donc, au début, vous avez le trauma, on ne va plus dormir. Le cerveau est en état d'hypervigilance. Donc, en état d'hypervigilance, ça veut dire qu'il est attentif, très attentif. C'est comme s'il y avait une sonnette d'alarme chez vous pour le feu qui s'allumait tout le temps. Votre cerveau, il travaille comme ça. Il y a le feu, et vous êtes en hypervigilance tout le temps, vous imaginez? Donc ça, c'est OK. 3 mois. Il faut accepter ces 3 mois. Souvent, les patients ou les personnes qui vivent ça, ils consultent très vite, ils disent « mais je ne dors plus ». C'est normal. C'est normal de moins dormir et d'être en hypervigilance et se réveiller pour le moindre bruit ou avoir peur un peu de tout. Ça, c'est OK. Passé ces 3 mois, c'est là où on va parler de stress post-traumatique. Parce que là, les signes ne sont pas normaux, c'est normalement plus ou moins digéré, plus ou moins bien digéré. Et c'est là où on va devoir faire attention de ne pas tomber
dans des pièges du stress post-traumatique. Alors les pièges du stress post-traumatique, on connaît les dépendances par exemple, on connaît la fuite, on connaît l'isolement, les personnes qui vont s'isoler chez elles et qu'on ne va plus voir, qui ne vont plus sortir, qui vont s'isoler, on va dire ah, je comprends pas, elle est complètement changée. Elle était vraiment bien, super joyeux, etc. Et du jour au lendemain, on ne le voit plus. Je fais des fois des petits coucou à la caméra. On va trouver un caméraman. Alors l'isolement, les dépendances, la fuite, le manque de sommeil, tout ça sont des signes annonciateurs de ce stress post-traumatique. Mais est-ce qu'on est en état psychologique suffisamment fort pour s'en rendre compte soi-même, ou est-ce que c'est souvent l'entourage aussi qui intervient? Alors, l'entourage est excellent, la personne s'en rend compte. Oui. La personne, au fur et à mesure du temps, elle s'en rend compte. Et en fait, c'est très bien cet espace de temps entre le trauma et la sortie et les nouvelles forces, il y a un espace-temps. Cet espace-temps, je vous l'ai dit, il y a 3 mois. 3 mois, c'est normal d'être dans la colère, c'est pas juste que j'ai vécu ça. C'est normal d'être dans la peur, j'ai peur que ça revienne, ou qu'est-ce qui va m'arriver, ou qu'est-ce qu'on va m'annoncer, comment je vais être traitée pour mon cancer, par exemple, quels sont les médecins qui vont intervenir, quelles sont les équipes. Ensuite, il y aura une phase de tristesse, on va tomber très bas. Et cette tristesse, ça, c'est le plus terrible, parce qu'on ne veut pas se montrer vulnérable et faible, et on ne veut pas montrer qu'on est triste. Le plus dur pour les personnes, c'est qu'elles sont tristes et elles ont besoin d'être tristes, d'être moroses, d'avoir un coup de grisou, et elles ont besoin de cet espace-temps. Mais l'entourage a peur pour eux. Et là, elles disent, mais il faut que tu te remues, il faut que tu bouges, il faut que tu sortes. Et la société nous fait dire qu'on n'a pas le droit d'avoir un genou à terre. Sauf que c'est faux. Il faut pouvoir se permettre d'avoir un genou à terre pour pouvoir rebondir. Si vous allez à la piscine, si vous sautez, vous voulez aller et remonter très vite, vous appuyez sur le sol de la piscine et vous remontez plus vite. Mais il faut pouvoir accepter de pouvoir descendre. La descente, elle fait peur, mais elle ne doit pas être inquiétante. C'est pour ça que j'ai créé ce livre. C'est pour pouvoir accompagner et que chacun puisse mettre des mots sur ce qu'il vit. Ça te va, Jean-Marc? Ouais. Alors, ça va pour vous? Ça va pour tout va vous? bien pour l'instant. Si vous avez des questions dans la tête, gardez-les en mémoire. On disposera un petit temps tout à l'heure pour que vous puissiez les poser à Sylvie. Ouais, surtout que je parle beaucoup. Hein. Je suis là pour... Je suis passionnée par mon sujet, alors. Pour surveiller le chrono. Pour rédiger ce livre, donc il y a plus de 20 exercices pour devenir l'acteur de votre propre résilience. On ne va pas parler de tous les exercices, on ne va pas les faire ici, on ne peut pas explorer l'intégralité du contenu de ce bouquin. On a juste envie de vous donner envie justement de l'acquérir et de l'ouvrir et de le lire de manière intensive. D'autant que pour le faire, tu parlais de tes propres traumas, tu as aussi beaucoup travaillé sur le sujet et tu as rencontré des personnes qui t'ont aidé, qui t'ont poussé justement. Je pense à Boris Cyrulnik que tu avais rencontré, je pense à celui qui a préfacé aussi ce livre. Elles ont été importantes dans ton parcours? Oui. Alors j'ai rencontré énormément de personnes quand j'ai vécu moi j'ai pas vécu un seul trauma, hein, j'ai vécu beaucoup de traumas et j'ai rencontré sur mon parcours beaucoup de personnes. Et mes enfants pourront en témoigner, j'ai fait rencontrer, je savais qu'on était en trauma, hein, j'étais pas, c'était ok. J'ai fait rencontrer énormément de professionnels de santé à mes enfants. Ils peuvent le dire, ils n'allaient pas au club de foot, ils allaient voir les psychologues, les éducateurs spé, ils allaient voir tout le monde. Et moi aussi, on était tous accompagnés, on a perdu énormément de temps, c'était très bien, mais on a perdu beaucoup de temps. En fait, ce livre, je l'ai fait pourquoi? Parce que ça vient d'une colère intense au fond de moi. Pourquoi on perd autant de temps et que ces outils, je ne les ai pas eus tout de suite? Pourquoi j'ai perdu autant de temps? Pourquoi j'ai perdu beaucoup d'énergie à chercher partout? Pourquoi aussi j'ai perdu beaucoup d'argent aussi? Parce que je prenais aussi toutes les solutions possibles et imaginables, donc aussi les solutions miracles, hein, faut pas se leurrer, je me suis aussi perdue dans ça. Et je me suis rendu compte que, en fait, la personne, quand elle est à terre et quand elle perd espoir, parce qu'elle a tapé à toutes les portes, à toutes les portes, à toutes les portes, à toutes les portes, elle est usée, elle perd de l'énergie, elle se dit pourquoi on ne me donne pas le truc et l'astuce, pourquoi il y en a qui arrivent à remonter très vite, et que moi je reste là en bas, la courbe elle est comme ça, et que je reste en bas. Et donc, il se passe un événement particulier, hein, vous l'avez vu certainement dans la vidéo,
j'avais entrepris d'écrire ce livre en 2022. J'étais assise là, je vous le montre, là-haut. Ici, les chaises, elles ne sont pas confortables ici. Je vous assure, j'avais mal aux fesses ici. Et donc là, je vais entreprendre 3 semaines d'écriture pour écrire un livre sur l'épuisement, le burn-out et le stress post-traumatique. Je l'avais mis plus en accessoire et la résilience. Et à la fin de ce process d'écriture, je jette mon crayon. Bon, j'en ai marre. Et il manquait, je pense, quelque chose de plus fort pour pouvoir aller jusqu'au bout. En 2024, en mars 2024, vous l'avez vu, 19 mars 2024, en mars 2024, on a un message sur les réseaux sociaux et c'est mon garçon qui va m'en faire part, Martin, mon grand garçon, qui, je le vois, un peu blêmir, beaucoup blêmir, il n'aimera pas que je dise ça, Martin. Il vient chez moi au bout du plan de travail, quand son enfant vient chez sa maman, et ben, la maman est toute fofolle, elle va faire à manger pour son garçon et tout ça. Donc elle est toute animée, comme vous tous, les parents qui aimez vos enfants. Et quand ils font la joie de venir, vous êtes toutes... Et là, il me dit, mais maman, t'es pas au courant? Non. Et on va voir sur les réseaux. Et mon projet va démarrer d'une colère très forte à l'intérieur des tripes, parce que je me dis, mais non, je ne l'ai pas encore écrit mon livre, j'ai encore tout laissé là, et j'ai pas encore, on ne peut pas aider plus vite, etc., des familles en stress post-traumatique. Et je vais partir avec cette idée forte à Toulouse, 3 jours. J'avais 3 jours de séminaire et de conférences prévus. Je vais prendre la parole là-bas avec Clément Bergeon, qui est le co-auteur, enfin, qui n'est pas le co-auteur, qui est celui qui va tout se passer. Voilà. Et alors Clément Bergeon est manager dans l'univers pharmaceutique et il accompagne tous les managers, beaucoup de managers. Alors son livre c'est Bon manager mode d'emploi et je vous assure qu'il est excellent. C'est pour ça que je me suis entourée de lui parce qu'il nous donne des clés pour être bon, bienveillant, savoir quoi faire. Savoir quand quelqu'un vous agresse verbalement, comment vous allez répondre, savoir... Son livre est excellent, c'est un livre outil. Si vous êtes manager, je vous invite à le lire. Lisez celui-là d'abord. Oui. Et donc vous êtes rencontrés? Oui, plein de fois, ça a été mon professeur Clément, donc oui, on s'est rencontrés plein de fois. Ouais. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'il a un charisme, une force. C'est un rugbyman, et c'est la force tranquille, les rugbyman là-bas. Ben, ils mangent bien, les cassoulets sont costauds, mais c'est quelqu'un, c'est un de mes professeurs, un de mes mentors. Il est très respectueux, on voit qu'il adore ses équipes. J'ai profondément bien appris à son contact. Alors, on peut peut-être en profiter, on cite toutes les personnes qui t'ont accompagné pendant la réalisation de ce livre. Il y a aussi des relecteurs et des relectrices, dont certains sont parmi nous. Elles vont me dire, Sylvie, tu nous fais pas ça, tu nous nommes pas, tu nous dis rien. Sylvie, on n'aime pas la caméra. Alors, je vais nommer, déjà devant moi, nous avons Laurence de Croc, qui est prof pas d'histoire du tout. Elle est prof d'anatomie physio. Alors, il faut raconter l'histoire de la relecture quand même, comment ça s'est passé. Vous voulez savoir comment ça s'est passé pour l'écriture de ce livre? Allez, la vraie histoire. Je vous le montre. J'ai pris mes petites... Alors, moi, je suis spécialisée en IRM, j'adore ça. Alors, au départ, moi, j'adore les bouquins d'IRM, mais c'est des pavés imbuvables. Voilà, comprendre l'IRM. Et dans notre métier, on a... des bouquins comme ça, c'est des pavés, hein, personne oui, c'est pas utile de les ouvrir parce qu'il n'y a pas d'image, mais on voit qu'à l'épaisseur, ça a l'air bien. Attention, Jean-Marc, il y a des images en face. Des images, oui, mais des images. Il y a des images qui font rêver que moi, en noir et blanc. Oui, voilà, bon, on est d'accord. Il y a des images que de cerveau qui me font rêver. Et il n'y a que des images de voilà. Alors, il y a les profs d'Arras qui sont là, hein. François doit être arrivé. Où j'enseigne en IRM, j'ai enseigné en IRM, donc il doit être arrivé. Mais en fait, oui. C'est surtout pour les professionnels. Voilà, c'est pour faire tourner les grosses bécanes d'IRM en fait. Les Tesla, les Ford. Je pars pas sur ce sujet-là, ça quoi. Donc en fait, dans ce process, quand je faisais beaucoup d'IRM, j'avais des étudiants qui comprenaient rien. Alors j'ai dit, il faut trouver quelque chose pour qu'ils comprennent bien facilement, tranquillement.
Et un jour, on avait eu un livre qui nous avait été offert par les labos, qui s'appelle Le Champ des Protons, la BD. Donc un livre, enfin, coloré, regardez, ça c'est déjà mieux. C'est un livre collector, hein, moi je l'ai encore ce livre. Et tu veux me prendre en photo? Regarde. Attends, je enlève mon mot. C'est en photo. C'est bon? Et donc, je voulais, alors ce que je voulais dans mon idée d'écrire un livre, parce qu'en fait, avec tout ce que j'ai appris et tout ce qu'on avait comme outil, on aurait pu écrire voilà, tous les bouquins de psycho, c'est énorme, donc on aurait pu écrire, enfin voilà, puis comme je parle beaucoup, vous imaginez, ça aurait été terrible. Donc mon idée c'était de faire un livre fin, ludique, facile et abordable pour tout le monde quand on n'y comprend rien et qu'on est perdu. Donc je décide de faire un livre fin, et coloré, où on peut écrire dedans. Alors ce qui va se passer, c'est que on va mettre des dates, quand je serai au mois de mars à Toulouse, on va mettre des dates, et je vais devoir écrire mon premier jet. Le premier jet n'est pas bon du tout, c'est un premier jet, et je vais rencontrer dans le parcours celui que tu adores et que j'accroche toujours son nom, Franck Tillier. Je vais rencontrer Franck Tillier qui écrit des polars. Vous connaissez sur mon site. Voilà. Et je vais aller ici, à la station. Alors lui, il est bien connu, il a écrit 24 livres. Alors forcément, il a pris l'espace de conférence là dans le hall de la station. Moi, je ne suis pas encore très connue, alors j'ai pris la petite salle. Et donc... Au 24e livre, tu pourras. Ouais, au 24e, tu veux. Encore 23 à faire. Les filles, vous êtes prêtes? Yuri, t'es prête? Et donc, je décide et je sors le premier jet. Ça, c'est très difficile. Le 15 mai va sortir le premier jet. Je suis très, très émue. Et je vais donner ces premiers jets à 6 correcteurs. Ça, c'est très dur de donner sa copie parce qu'on sait que c'est pas bon. Et on sait qu'on va être jugé, et on sait qu'on va être critiqué, mais on va chercher la critique. Et Franck Tillier m'avait dit, Sylvie, si tu arrives à donner tes premiers jets, sors-les le plus vite possible, ça sera du pain béni. Et ça a été du pain béni. Alors j'ai d'abord... c'est Martine Vanneville qui m'a rendu première sa copie, très douce. C'est déjà exceptionnel que tu écrives un livre, j'adore tout, Sylvie, j'adore tout. Il manquait, alors il faut quand même le dire que dans le premier jet, j'ai écrit un chapitre sur l'estime de soi, et quand je relis mon premier jet, je me dis mais je n'ai pas écrit, j'ai écrit 2 pages, enfin 2 feuilles, il manquait toute l'estime de soi. Ensuite, on a Gaëlle qui fait son entrée, qui est aussi une de nos correctrices. Alors, Martine, elle est arrivée ou pas? Elle sera pas là? Ah bah, elle arrive, elle est comme moi, elle est Manip Radio, Martine, et c'est la conjointe de Xavier, qui est juste là, et c'est à cause d'elle que j'ai fait Manip Radio. Ensuite, il y a Gaëlle, qui travaille au laboratoire au centre hospitalier de la région de Saint-Omer, et qui a été aussi une de mes correctrices. Alors là aussi, toujours, elles ont toutes été dans la bienveillance. Alors, oh là, Sylvie, chapitre 4, là on a vu que tu t'es défoulée, il faisait ça, hein. On a vu que tu t'es défoulée, mais il va vraiment falloir réduire ça. Ah Sylvie? Ensuite, Laurence, qui est devant moi, Laurence de Croc, qui est prof d'anat physio à lycée de Porter, qui va tout revoir comme une copie, et je vais avoir des annotations, et tu veux en venir où là? Et là, on passe du coq à l'âne, et ça, mais non Sylvie, je ne peux pas te laisser sortir un livre avec un schéma d'anatomie. Non mais si, mais les élèves ils lisent ça, Sylvie, il y a une erreur, n'est-ce pas Lolo? Lolo, c'est à la vis. Et c'était très bien, merci Lolo, merci à tous d'ailleurs. Un vrai travail d'équipe. Ouais. Ensuite on a attendez, Yuri, qui est arrivé sur toutes les illustrations. Alors c'est le mec de la tribu des femmes. On l'a fait entrer pour revoir toutes les illustrations avec un œil aiguisé pour dire Sylvie, ça va pas ça? Sylvie, quand tu me l'as expliqué, c'était pas comme ça, il manque quelque chose. Hein, Yuri? Ensuite, nous avons Anne Fontaine, qui n'est pas là, elle est en train de faire un stage de yoga au Maroc. Ah, vous aussi, vous aimeriez être au Maroc faire un stage de yoga. Et donc, elle, c'est ma correctrice de toutes les fautes d'orthographe, grammaire, de tout le mal dit. C'est mal dit, Sylvie.
ça se dit pas. En fait, en développement personnel, on parle de, vous avez certainement entendu, de personnes alignées. Mais en français, quand on dit qu'une personne est alignée, ça parle pas. En fait, on est déjà aligné, hein, en fait. Voilà, donc j'ai dû changer des mots parce que j'utilisais des mots, moi, qui étaient pas forcément compréhensibles de tout le monde. Ensuite, donc, on en a 6. J'en ai nommé 1, 2, 3, 4. Attendez, ça va venir. Nous avons Caroline, Caro. Nous avons Nadine. Alors, Caro, qui fait ses études elle a repris des études en médecine chinoise. Et vous verrez dans le livre, on parle de l'EFT, des points sur des méridiens. Donc, Caro a tout relu aussi. Elle a fait des petites anecdotes, m'a fait changer des petites histoires parce qu'on reconnaissait trop les personnes de qui elle dit donc voilà, parce que vous verrez, le livre est plein d'histoires, plein d'anecdotes, plein de personnes que j'ai coachées, des petits clins d'œil, mais avec des noms changés, etc. Ensuite, nous avons, je sais plus, regarde. La sixième personne. Ouais, regarde, on va prendre notre anti-sèche. Nadine. Alors Nadine va du micro au macro, Sylvie. Elle est où, Nadine? Elle s'est cachée. Elle est là-bas. Merci Nadine. Donc vous voyez, elle a un pull avec écrit amour dessus. Et donc Nadine, elle est kiné, professionnelle du mouvement. Elle m'a accompagnée aussi bien physiquement, parce qu'à un moment, dans le processus d'écriture, j'avais très mal au dos, j'avais très mal partout. Je me suis blessée, je voulais faire un 42 km, je me suis blessée. Donc Nadine, elle a été ma relectrice et aussi ma kiné. Et pour tout ce qui est anat, physio, que ce soit bien cohérent pour nous aussi, les professionnels de santé, Nadine, qui en a oublié. T'en as oublié encore? Je ne peux pas en oublier parce que ça, là, je vexerai quelqu'un. Anne, Nadine, Martine. Martine, elle m'a fait rajouter plein d'anecdotes. Elle adore ça. Gaëlle, Laurence, Caroline. Et alors Nelly. Nelly n'est pas présente parce que Nelly habite Toulouse. Elle est ingénieure chez Airbus à Toulouse. Moi, je coach en visio, je coach en présentiel et je coach ici aussi à la station. Et Nelly, je la rencontre parce que je coach et parce qu'on est dans une équipe de mastermind et elles vont participer, toute une équipe va participer à la conception de couvertures, c'est-à-dire qu'en visio, le soir, je montrerai mes couvertures et on va valider ou pas les images, ça va se faire comme ça. Et donc Nelly, elle va aussi prendre soin de tout relire là-bas de Toulouse et entre ses postes chez Airbus, elle a fait décoller aussi l'écriture de ce livre. Voilà. J'ai oublié personne? Je ne crois pas, non, je ne crois pas. Alors on parlait d'illustration, on parlait d'anecdotes. En parlant d'illustration, justement, il y a un petit personnage qui revient régulièrement dans les pages. C'est Yuri qui l'a dessiné, Cogito? Vas-y. Je parle beaucoup. Hein. Ah ben oui. C'est chouette. Alors, il y aura un point après. Un petit peu ce petit personnage, Cogito. C'est un Alors, Cogito, c'est comment ça se passe. Au début, il n'y avait pas du tout Cogito. Ouais. Mais mon livre, je le trouve trop froid, trop dur. On parle d'un sujet difficile. Et je dis franchement, je ne suis pas douce là-dedans. C'est pas très sympa ce livre. Et donc, je dis, mais comment on va faire pour faire des transitions déjà entre les chapitres? Comment on va faire pour y mettre beaucoup de douceur, un peu de tendresse, d'avoir un petit compagnon, une petite mascotte, qui soit son petit cerveau. En fait, moi j'aime mieux les cerveaux noirs et blancs, vous l'avez bien compris. Mais à chaque fois que je coach, et à chaque fois que, même quand j'ai fait des publications avec des cerveaux noirs et blancs, là, ça marche pas. Hein. Les gens, ils n'aiment pas le cerveau noir et blanc du scan ODIAL, ça fait peur. Et en fait, je me suis dit, je ne vais pas prendre une image de mon domaine. Et j'ai choisi de prendre Cogito, parce que je le trouvais mignon, sympa. Et en fait, il nous accompagne tout au long. Alors, c'est Cogito, ça vient de Descartes, je pense donc je suis. Et en fait, moi, je dis, mon petit Cogito, c'est je pense, mais je suis formidable. Voilà. Alors, il y a plein d'anecdotes, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Il y a aussi, on l'a dit aussi, 20 exercices. Oui. On ne va pas tous les passer en revue, mais est-ce qu'on pourrait donner au moins un exemple d'exercice qu'on peut faire facilement, soit chez soi, soit même carrément ici en live? Un des exercices ou pas? Non. Je réfléchis. Vas-y. Parce qu'il y a l'exercice qu'on a décidé de faire à la fin, tu te rappelles? Oui, explique, on va faire à la fin. Bon, on regarde pour la fin. C'est là, on regarde pour la fin.
fin. Bon, Parce que on va sinon, je le ferai faire pas pour mal la fin, fin. tu sais. Bon, sinon, il y a 20 tu sais, tolérances. Oui. on l'a bien travaillé quand La même. chute, elle est importante. Non, mais je pensais aborder la fin. Ouais, Et je vous ai dit. tu voulais un autre Un exercice? autre, mais bon, c'est pas Alors, on grave, peut hein. faire un exercice Vaincre la de cohérence cardiaque. Je vous propose un exercice de cohérence cardiaque. Alors, qu'est-ce que c'est que la cohérence cardiaque? La cohérence cardiaque, c'est un exercice tout simple de respiration. Vous pouvez le faire tout le temps. Tout le temps, n'importe quand, et surtout dans les files d'attente. Plus vous êtes en train d'attendre, et vous verrez la petite anecdote dans le livre, attente égale détente. C'est ce que je fais à chaque fois. Enfin, pas toujours, mais souvent. Alors, la cohérence cardiaque, c'est un système de respiration qu'on fait soi-même. C'est pour réharmoniser le système sympathique et le système parasympathique. Donc, ça correspond, alors je vais dire des mots peut-être qui sont embêtants, mais pour les soignants, ça va les chatouiller, ils vont aimer ça. C'est on va travailler à la régulation de notre nerf vagal. Alors, on va faire cet exercice, je vais vous le proposer. Alors, je vais vous demander simplement d'être comme vous êtes. Vous êtes très bien. Et on va inspirer pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes. Inspirez pendant 5 secondes. Allez, on le fait ensemble. On inspire. On expire 5 secondes. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Alors, je ne vais pas vous le faire pendant 5 minutes, mais l'idéal, c'est d'adopter la technique 365. 365, c'est un moyen mémotechnique. On va faire ça 3 fois par jour, pendant 5 minutes, à raison de 6 respirations. Donc, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, 5 secondes, vous allez avoir aussi respiration par minute. 365, 3 fois par jour. Vous régulez votre système sympathique et parasympathique. Et voilà, c'est un exercice facile à faire partout. Même avant de prendre la parole en public. J'aurais dû le faire. Non, ça se passe très bien. Alors, des exercices comme ça, c'est intéressant, merci beaucoup. Ouais. Des exercices comme ça, il y en a d'autres. Alors, il y a des tableaux, il y a des quiz, il y a des tests à faire, des explications illustrées aussi. Est-ce que, là aussi, je vais être un petit peu provocateur, est-ce que lire ce livre, ça nous dispense d'avoir affaire à des médecins, des professionnels de santé? Non. Bah non, Jean-Marc. Non, j'attendais cette réponse. Bah non, votre équipe de réussite, c'est quand même un médecin de référence, votre médecin, on en parle à son médecin, les équipes de soignants, alors toutes les équipes de soignants, que ce soit, on choisit, vous choisissez votre équipe de réussite. Si ça ne fonctionne pas avec un médecin, changez. Si ça ne fonctionne pas avec votre dentiste, changez-en. Vous allez constituer votre équipe de réussite, mais votre équipe de réussite, c'est votre médecin, ça sera vos infirmières, vos kinés qui sont les spécialistes du mouvement. Comme on veut se remettre en forme parce qu'on était à terre, il ne faut pas oublier qu'il y a les trois piliers, je le dis toujours, alimentation, activité physique et... Attends, je vais te le dire. Non, j'ai un trou. Prends ton temps. Alimentation, activité physique, sommeil. Pardon. Voilà, il m'est revenu. Alimentation, activité physique, sommeil. Les référents du mouvement, si on ne veut pas faire de bêtises, parce qu'on a des personnes qui font des bêtises, par exemple. Elles sont en stress post-trauma, elles ont pris énormément de poids, et du jour au lendemain, elles se disent « Ah, je vais faire 42 km en course à pied demain. » Voilà, on va voir. Voilà. Donc ensuite, les autres professionnels, psychologues, très bien, coach, en développement personnel et surtout en neurosciences, qui connaissent bien le fonctionnement du cerveau pour pas qu'on vous raconte un peu n'importe quoi. Éducateurs spécialisés si vous en avez besoin pour accompagner vos enfants, c'est très très bien. Tous nos professionnels de santé sont très très bien. Le livre, alors lui, le livre, il va permettre de gagner du temps. Il va permettre surtout de savoir mettre des mots sur ce qui vous arrive. Par exemple, il y a un tableau au début, parce que le vivre, c'est un acronyme. Vivre, en radio, on adore les acronymes.
IRM, imagerie par résonance magnétique déjà. Et donc, vivre, c'est vaincre l'angoisse et l'anxiété, incarner la confiance en soi, c'est vaincre la honte et la culpabilité, renforcer l'intelligence relationnelle et évoluer positivement. En fait, ce sont vraiment 5 parties que j'ai voulu développer pour que chacun puisse trouver ce qu'il a besoin. Et parfois, mais 100% du temps, quand j'accompagne des personnes, elles ne savent pas nommer leur état de stress, en fait, leur état d'angoisse et d'anxiété. Donc au départ, dans le livre, vous avez des tableaux qui vous permettent à chaque personne de comprendre ce qu'elle vit et puis de dire, moi je vis ça, je vis ça. Je suis dans la peur, je suis dans l'angoisse, l'anxiété, je commence à avoir les mains moites, je commence à transpirer, je dois aller faire pipi tout le temps. Par exemple, ça peut être cet exemple-là quand on doit prendre la parole en public, ou par exemple, pourquoi Jean-Marc? Pourquoi quoi? Tu m'écoutes pas. Je le savais que tu m'écoutais pas. Pourquoi pipi tout le temps? Je le savais que tu m'écoutais pas. Ha, ha. Tu veux qu'on passe à la question suivante? Non, je me posais la question, est-ce que ce livre, on le lit de la page 1 à la dernière page, de manière linéaire et entièrement, ou est-ce qu'on peut picorer comme ça un conseil, une idée, un test Il a été fait pour... J'ai suivi la courbe de Krobaros. Je vous ai montré tout à l'heure avec la main, j'ai pas mis de... Mais heureusement qu'on ne m'a pas mis un paperboard, parce que là, je vous aurais fait un cours de 3 heures. Et donc, en fait, cette courbe, elle commence par le trauma et le déni. On est dans le déni de ce qui nous est arrivé. Ensuite, on va descendre, on va avoir une hyperactivité. Donc, on va faire semblant qu'il n'existe rien et on va se donner à fond. Et ensuite, on va descendre dans la colère et ensuite la peur. La peur, derrière la peur, il y a l'angoisse et l'anxiété. Donc, le premier chapitre, c'est V, vaincre l'angoisse et l'anxiété. Ensuite, on va descendre, mais cette peur, elle va nous emmener aussi, avec ce qu'on a vécu, à perdre la confiance en soi, à perdre une belle image de soi et à perdre un bel amour de soi. Ça, ce sont les 3 piliers de l'estime de soi. Donc, c'est pour ça qu'on aura en 2 incarné la confiance en soi et l'estime de soi. Souvent, l'estime de soi, ça parle à personne, pas bien, mais en fait, l'estime de soi, c'est 3 branches, confiance en soi, image de soi et amour de soi. Et il y a des personnes qui sont des très bons managers, qui disent, mais moi, j'ai confiance en moi, c'est pas possible. Je ne peux pas m'effondrer, je ne peux pas. Et en fait, ils n'ont pas une belle image d'eux, parce qu'elle n'a pas été constituée soit dans l'enfance, soit après, où elle a été dégradée par un conjoint, une conjointe, un manager, les histoires de la vie. Et, ou alors, ils n'ont pas une bonne image de soi, ou ils n'ont pas une bonne amour de soi. Ils ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas, ils ne s'aiment pas, ils ne s'aiment pas. Et c'est ce qu'on va travailler. Parfois, on a beaucoup de confiance en soi, mais on ne s'aime pas réellement. Et ensuite, après, on va vaincre. Alors, la tristesse, elle est en bas. Et on va devoir remonter. Il y a un secret. Les gens qui n'arrivent pas à remonter, ils bloquent tout le temps sur 2 portes invisibles. Ces 2 grandes portes pour aller retrouver des nouvelles forces, c'est la honte et la culpabilité. Ça, ces 2 portes, je le dis toujours en coaching pour que vous reteniez l'image, c'est les portes comme dans un saloon. Vous voyez, les cow-boys, bon, les moins de 20 ans, ils n'ont jamais vu de films de western, hein, tu vois, mais je vous le dis, il y avait des westerns dans le temps quand on était jeunes, nos parents regardaient ça, et en fait, ces portes de saloon, elles vont s'ouvrir et se refermer, mais ils vont la prendre en pleine tête. Donc ça, c'est la honte et la culpabilité, donc tu vas le trouver à la 3e partie de vie. Ensuite, c'est renforcer l'intelligence relationnelle, parce qu'on tombe dans des relations toxiques. Et je vais parler beaucoup des relations toxiques avec le victime, sauveur, persécuteur. Et comment on entre dans des relations saines avec les gens pour être... Alors je parle de PNL et d'analyse transactionnelle. Comment on discute ou on échange avec les gens en tant que... Je vais mettre les 2 bras. Hop, adulte. En analyse transactionnelle, on a le parent autoritaire, la personne qui va être face à vous, votre manager, votre conjoint ou votre ami, qui va toujours être autoritaire par rapport à vous, et d'autres personnes qui vont être en enfant soumis, ou en enfant rebelle, ou en enfant spontané. Mais en fait, le travail, ça sera de retravailler pour être en adulte à adulte.
que ce soit, même si c'est un manipulateur pervers narcissique, seulement 3% de la population est manipulateur pervers narcissique, seulement 3% de la population et je le signale quand même, au potentiel, on en a beaucoup dans la salle aujourd'hui, et au potentiel émotionnel et intellectuel. Alors là, et après, évoluer positivement. Et je dirais que la dernière partie est presque la plus importante, c'est la partie des travaux de Boris Cyrulnik. Et on parle des profils d'attachement. Alors ces profils d'attachement, on les a dès la naissance. Comment on a découvert ces profils d'attachement? C'est les travaux de Bowlby dans les années 60 et de Mary Ainsworth qui ont travaillé là-dessus. Et Boris Cyrulnik est un neuropsychiatre français très connu. C'est une référence. Vous allez entendre dans vos villes, très vite là, à Hasbrook, ça se met en place, l'importance des 1000 premiers jours. Donc on travaille à des maisons d'accueil pour 1000 premiers jours des enfants, c'est très important, les 3 premières années. Et on travaille sur ces profils d'attachement. On a des profils d'attachement à la naissance, quand on a des parents aimants, etc. On développe un attachement sécure, inné, dès la naissance. D'autres enfants vont développer un attachement évitant. D'autres enfants vont développer un attachement plutôt anxieux. D'autres enfants vont développer un attachement plutôt chaotique. C'est ok. De toute façon, maintenant, on ne va pas le refaire, on ne va pas le retourner, dire à notre mère, c'est pas bien. Non, ils m'ont très bien élevé, hein, vous inquiétez pas, je suis ici d'ailleurs. Voilà, je les remercie. Mais en fait, cet attachement, on ne peut rien y faire à l'âge adulte. Les gens ils disent, ben oui, mais c'est à cause de mes parents. Ah, oui, on ne peut pas changer l'histoire aussi, on ne peut pas changer l'histoire. Et donc, j'apporte cette partie parce que moi, on ne me l'avait pas apportée, je ne la comprenais pas bien, pour qu'à l'âge adulte, à 40 ans, souvent l'âge d'une crise de vie, etc., on va se dire, bah tiens, ok, j'ai pas eu un attachement sécure inné, mais comment je le travaille pour devenir un attachement sécure acquis. Ça se travaille, ça se discute, ça se réfléchit. Alors j'en parle et Caro avait à cœur que je rajoute beaucoup de choses sur le couple. J'en ai rajouté. Caro et des autres, hein, mais Caro elle dit mais Sylvie, t'en as moins parlé. Et j'en ai ajouté à la dernière version. Et comment on peut construire une vie de couple harmonieuse et sortir de toutes les inepties et les bêtises qu'on nous dit sur les réseaux sociaux. J'en entends tous les jours. Parlez pas aux gens, zappez-le. Qui me suivent, qui me zappe, me suivent. Enfin, comment? Qui vient de me suivre? Non, ah ouais, ça c'est bien, ça c'est bien. Suis-moi, je te suis. Suis-moi, je te suis. Ah oui. Ça, c'est de la manipulation. Suis-moi, je te suis. Si on vous parle de rester dans le silence, etc., c'est de la manipulation mentale. Si, c'est pour mettre les gens dans la peur. Et vous avez compris, la peur, c'est la colère, peur, tristesse. Et on doit être là. Non. Et donc ça aussi, je m'insurge contre ça parce que ça, c'est un gros fléau, parce qu'il y a plein de monde qui prennent la parole comme ça, sur les réseaux, etc., et qui sont très convaincants. Hein. Moi, j'ai été vérifiée parce que je me demandais aussi, hein, et puis je me suis aussi trompée plein de fois. Et voilà, ça, je voudrais vraiment vous alerter. Donc ça répond à ma question, en fait, il faut le lire de manière linéaire parce que ça correspond aux différentes étapes. Et après, si vous voulez tout de suite trouver un amoureux, vous allez à eux. Évoluer positivement. Et puis pour contrer tous ceux qui se croient autorisés à donner leur avis sur Internet ou ailleurs, à la fin, il y a la liste de tous les livres qui ont nourri ce livre. Il y a une page complète, donc vous voyez que c'est un travail très sérieux. Il y en a d'autres encore. Très sérieux, mené par je m'étais limitée à 197 pages, donc j'ai dû... Alors, je voudrais parler, peut-être que je peux parler d'un gros trauma. Oui. Parce que c'est important pour moi. Dans ce livre, pas perso, vous le lirez ça. En fait, je suis soignante, je vous l'ai dit au départ, et cet été, pendant que j'écris le livre, j'ai déjà donné mon premier géo-copine, on va retravailler, etc. Et je vais vivre un gros trauma sur mon lieu de travail. C'est pas un trauma anodin, c'est un monsieur qui son cœur va s'arrêter. Et Marie est là. Et merci Marie, ça me fait chaud au cœur. On va se retrouver, je suis la première à rentrer, et toutes les personnes qui vont m'avoir vue après ces jours-là vont savoir que je suis restée prostrée, alors que j'écris sur le stress post-traumatique. Je me retrouve, j'ai réanimé, hein, j'ai fait le massage cardiaque, Marie est arrivée, elle a posé les voies veineuses, j'ai massé,
c'était très difficile. Le cœur est reparti. Et le monsieur va bien. Mais de ça, je suis quand même formée au stress post-trauma et chacun m'a vu descendre. Parce que j'étais d'abord en colère. Moi, je suis venue pour faire des vacations, pour soigner les gens. J'avais pas envie de faire comme ça un massage cardiaque, mais personne n'a envie de le faire. Hein. Il n'y a personne qui nous dit tiens, demain, je vais sortir et je vais faire un massage cardiaque. Enfin, sauf que ceux qui se sont investis dans le métier de pompier. On a Moïse qui est là. Ils sont un peu plus, ils sont beaucoup soumis au trauma de Vicariat. Ce trauma dont je vous parle, c'est le trauma de Vicariat. Et je vais rester 3 jours, mais je vous assure 3 jours. C'est un week-end, je n'ai pas mon téléphone là, mais je reste comme ça devant mon téléphone et je fais que défiler. Je fais que défiler. Et je le sais que je suis en trauma. Je suis prostrée. Je n'arrive plus et je le sais. Il faut manger, mais je ne me prends même pas, j'ai oublié de manger. Je dors presque plus. C'est normal, je viens de vivre le trauma. Donc, après, il a fallu quelques temps et on nous a mis en place dans cette équipe. Il y avait Valentine, psychologue, et il y avait une cellule psychologique qui a été mise en place pour nous accompagner. Et moi, je râle. Je râle devant cette dame, enfin, je râle bien, je râle gentiment. Je dis, ben voilà, à quoi ça sert d'écrire un livre sur le stress post-traumatique si là, voilà, je vais encore être en stress post-traumatique, quoi. Et ça va durer combien de temps Comment on peut faire pour aller plus vite? Et elle dit, parce que moi je veux aller vite tout le temps, je veux toujours aller vite. Et elle me dit, mais madame, vous le savez, à 3 mois. 1 à 3 mois. Et en fait, donc j'ai laissé faire, c'est 1 à 3 mois, et je remercie toutes les personnes, franchement toutes les personnes à qui j'ai envoyé un message, qui m'ont soutenue parce que c'est juste ça qu'on a besoin. Un petite écoute chaleureuse, une personne à qui on va pouvoir dire qu'on l'a vécu, et ils n'ont pas besoin de nous soigner, on va pouvoir remonter, et voilà. Et je remercie les personnes à qui j'ai envoyé des messages, les personnes, Lolo, à qui j'arrêtais pas de dire ça va pas, comment je vais faire pour terminer mon livre. Vous allez pas y croire, mais ça m'a permis d'élaguer tous les chapitres inutiles. Ça m'a permis d'enlever tout ce qui était inutile, tout le blabla. Ça c'est du blabla. Donc en fait, dans le process, mes enfants, Hugo et Jeanne, ont dû, parce que je perdais du temps et j'avais mis des dates, et en fait, mes enfants, avant que je repeigne ma salle à manger, ils ont dû coller toutes les feuilles du livre sur les murs de mon salon. Et les gens qui venaient disaient, ça va. Elle vit dans son livre, elle vit que son livre, etc. Mais j'avais des dates à tenir, j'avais une colère, je vous l'ai dit, une colère intense. Une maman qui était portée disparue et que je voulais que ça, avant la fin d'année, mon livre soit sorti pour aider plus de monde. Et donc, on va avoir les feuilles sur les murs et le matin, je me levais. Au fait, j'ai parlé de ça, ouais, c'est bien, ça c'est bien. Non, ça c'est pas bien, ça c'est inutile, ça inutile, ça inutile. Et en fait, j'étais à plus de, Gaëlle pourrait le dire, plus de 220 pages. Et en fait, je vais descendre à mon chiffre, à mon nombre de pages que je veux, donc 197. Voilà la belle histoire. Dans la difficulté, on trouve aussi nos ressources. Donc faites-vous confiance, vous allez trouver vos ressources. Bien. Je sens qu'il faut l'arrêter, sinon on est encore là pendant 2 ou 3 heures. Arrête-moi. Toujours avec toi. On va consacrer un petit temps à vos questions. Si vous avez une question à poser à Sylvie, c'est maintenant que ça se passe. Donc n'hésitez pas à vous manifester, vous levez la main, j'ai un petit micro pour vous. Le plus dur, c'est de se jeter à l'eau. Dès qu'il y en a un qui se lance à l'eau, après les questions défilent. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Pose une question. Alors tu as cité un pompier tout à l'heure qui était parmi nous. Oui. Tu voulais parler? Oui. C'est oui, Moïse. Et puis voilà. Et Moïse, je devais t'appeler aujourd'hui pour te demander d'intervenir, si tu étais d'accord. Sauf que la petite histoire fait que le caméraman qui devait être là s'est désisté, on a Romary qui est venu. Donc en fait, je devais t'appeler Moïse et je n'ai pas pu le faire, je ne l'ai pas fait. Mais est-ce que tu serais d'accord pour parler de cette expérience du trauma de Vicariant ou de ce que toi, tu peux dire en tant que représentant des pompiers et des soignants? Il a fallu que vous vous asseyez tout en haut. Alors, c'est pour moi ça.
Donc en fait, moi je suis sapeur-pompier volontaire depuis 23 ans. J'ai commencé sur la commune de Brédune, je suis parti après sur la Madeleine, maintenant je suis chef de centre sur la commune de Vivienne. Donc j'ai connu différentes interventions, différents de la ville côtière de Brédune jusqu'à un peu plus citadin sur l'île et maintenant un peu plus la campagne sur Vivienne. Donc différentes typologies d'interventions et beaucoup d'interventions, notamment quand j'étais sur l'agglomération lilloise. Et c'est vrai que j'ai été confronté à de nombreuses interventions allant du nourrisson jusqu'à la personne âgée. Et donc tu vas aussi intervenir. Alors le trauma, il ne faut pas le rappeler sans arrêt parce qu'on fait revivre le trauma aux personnes. C'est pour ça que je demande l'autorisation à Moïse. Tu es OK? Oui. Ah. Moïse va vivre un événement douloureux dans sa famille. C'est le départ d'un feu chez ton beau-frère. Oui, aussi. Nouvel An, j'ai eu la malchance d'avoir ma belle-mère chez moi. Et c'est la malchance pour ta belle-mère? Attends, c'est non, super. non, mais Tu viens de dire que tu as eu la malchance d'avoir ta belle-mère chez toi. Ça doit être la cause d'un trauma important. D'accord. Tu étais content d'avoir ta belle-mère chez toi. Je le dis pour la caméra parce que là, tu es en train de... Non, Christelle, c'était difficile excuse-nous. quand le sélectif il a sonné et que l'adresse s'est affichée sur le sélectif. On a un sélectif quand on est appelé en tant que sapeur-pompier volontaire et c'est l'adresse de chez mes beaux-parents. Et ça a été difficile à ce moment-là je devais partir en intervention et c'était en même temps difficile d'annoncer à ma femme parce qu'elle était là avec moi, ma belle-mère aussi, il y avait mes parents aussi, et de dire que ça brûlait éventuellement chez mon beau-frère, à la ferme. Donc c'est vrai que ça a été... Heureusement que j'ai un peu d'expérience en tant que pompier et au niveau de l'incendie que j'ai connu sur l'île. Ça m'a aidé, mais c'est vrai que ça peut être un début de traumatisme important. Voilà, et pour le reste de la famille, parce que toi aussi, tu ne pouvais pas parler et tu voyais, tu savais ce qui allait se produire derrière, de la peur, l'angoisse, l'anxiété aussi pour toute la famille autour, ce jour de fête en fait pour tout le monde. Oui. J'ai une question si tu permets. Est-ce que vous êtes formé au niveau des pompiers pour éteindre les feux, évidemment, mais pour gérer aussi justement les chocs émotionnels et les stress auxquels vous êtes confrontés des victimes? Vous êtes formé? Alors on n'a pas vraiment de formation, on a vraiment une formation initiale qui va nous permettre d'agir et d'intervenir sur le type d'intervention, sur les incendies, sur tous les malaises, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'actuellement c'est quelque chose qui est en train d'être un peu plus travaillé, on l'avait un peu évoqué au niveau des 3SM, ce qui est le service de santé médicale. En fait, il y a beaucoup d'avancées sur ça, il y a un recrutement de psychologues, il y a un psychiatre aussi qui apparemment a été, parce que moi j'en ai parlé un petit peu par rapport à au livre de Sylvie qui était en fait sorti. J'ai eu des échanges avec certains médecins des 3SM et donc du SDIS, le service départemental d'incendie de secours du 59 du Nord. Oui, donc ça prouve que ça manque, qu'il y a un vrai besoin. Il y a un besoin, mais c'est vrai que personnellement, j'ai jamais fait le pas en avant pour aussi aller chercher par rapport à certains traumatismes, par rapport à d'autres interventions que j'ai vécues. On ne fait pas forcément le pas vers ces personnes-là. En fait, c'est un drame encore. En 2024, j'ai interrogé des élèves que je coach et qui sont en études de psychologue. Et d'autres jeunes, en fait, qui sortent de l'école, qui sont juste manip aussi diplômés, parce que moi, je suis née dans un autre siècle, comme beaucoup d'entre vous. Je suis née dans les années 90 et on peut dire que les travaux de Cyrulnik et tous ces travaux n'étaient pas encore arrivés dans les écoles. C'est ok, on est un peu vieux. Mais maintenant, aujourd'hui, en 2024, il faudrait qu'ils fassent quelque chose quand même pour nos jeunes qui sortent, pour les jeunes diplômés, etc., pour qu'ils puissent comprendre ce que c'est que le trauma, le stress post-traumatique, et pas tomber dans les pièges, ou en fait, quand ils y tombent, savoir ce qu'on fait. Ou reconnaître qu'on est dans un piège, dire c'est ok, on est dans un piège, on va en sortir, et on se remet en route, on se remet en selle, et on remonte, et on repart, on va chercher ces nouvelles forces. Et je m'agace, et encore à nouveau, que dans les écoles, il n'y ait pas ces cours sur le trauma, le stress post-traumatique. Je vérifie auprès d'autres écoles où on a d'autres jeunes, des écoles d'infirmières, des écoles de kinés, des écoles de manip radio, de psychologues, ça c'est ceux où j'ai vérifié, mais c'est normal, d'experts comptables,
mais bon, c'est plutôt les calculs, donc on parle peut-être moins de psychologie, mais un expert comptable doit être formé à ce stress post-traumatique. Si son client vit quelque chose de très difficile, imaginez, son client, il est chef d'entreprise, son épouse lui dit qu'elle le quitte. Trauma, stress post-traumatique. Et personne n'est au courant de ce qui se passe et il va tomber dans des pièges, etc. Voilà, donc moi je pense que 100% des élèves en post-bac devraient être formés, à mon sens, pour ne pas perdre du temps, de l'énergie, de l'argent, et pour être bien dans ses baskets tout le temps, pour monter au moins très bien. Et donc là, on travaille, et je travaille à ça aussi, à rencontrer les écoles, etc., et faire avancer ce sujet. Parce que vraiment, on gagnerait du temps. Très bien, merci beaucoup. Une question, une autre personne qui souhaiterait intervenir? Tu veux parler aussi de la présence de François Prévost. Oui, est-ce Il qu'il est est là, arrivé, François? Ah, il est là-bas. alors François, tu as entendu que j'avais pas pu appeler parce que j'avais un souci de caméraman? Voilà. Ah, ton micro ne marche plus. Ouais, il marche plus. Ça y est, là j'ai trop parlé. Et là, vous m'entendez? Alors François. Ah non, c'est pas le micro, apparemment c'est l'ancien micro. C'est Jessie. Alors Jessie, on va le remercier, il est aux commandes de tout ici. C'est le responsable à la station et c'est notre garant de la super soirée. On s'est rien fait de pardon. Je parle fort? Bah, j'ai déjà plus de voix. Oh. Ah. Et vous m'avez pas lâché, ça va? Ça va, vous êtes encore là? Alors, je vais parler plus fort et demain j'aurai plus de voix, mais c'est ok. Alors François, j'aurais aimé pouvoir t'appeler aujourd'hui et que tu puisses intervenir. François est référent. Et tu vas pouvoir te présenter, c'est le mieux. Et on va te donner un micro ou tu vas avoir la voix? Non, faudra parler fort, je crois. Ouais. Tu veux descendre dans l'arène? Comme tu veux. C'est toi qui choisis. Ouais, c'est bon, ça marche. Ça marche. Bonsoir tout le monde, François Prévost, je m'occupe de l'école de Manip Radio d'Arras, dans laquelle pendant quelques années Sylvie est venue pour intervenir sur des pratiques IRM et puis sur les protocoles. Donc voilà, c'est bien, je me suis présenté, je ne sais pas tout à fait ce que tu veux. Si, c'est bien. Ce que tu veux me voilà, oui. à faire. Oui. Alors moi, ce que j'aimerais que tu abordes, si tu es d'accord, il y a eu les attentats d'Arras. Oui. Tu peux exposer cet exemple sur une étudiante, ce qui se passe dans la vraie vie, quand on a même des étudiants. Ouais, sans problème. Oui. Tu exposes ce que tu veux, hein. Tu es garant de ce que tu veux donner. Ouais, bien sûr. Et c'est ok. Et tout le monde est bienvenu ici, tout ce qui est dit ici. Oui, je n'ai pas l'impression d'être en danger particulièrement. Enfin, je vois des gens autour de moi qui ont l'air plutôt rassurants, donc ça vient d'aller. Je les ai choisis. Donc, je n'ai pas forcément l'impression d'être l'élu non plus, hein, ça va. Oui, octobre 2023, les attentats sur Arras, donc tout le monde a, je pense, un peu en tête ce qui a pu se passer. Nous, on a deux parties. Une partie d'étudiants qui sont en cours dans le lycée, donc qui subissent un peu le confinement extrêmement rapide, avec tout le monde confiné dans les salles, les portes fermées, volets tirés, sous les tables, enfin voilà, des protocoles qui sont bien en place au niveau de l'éducation nationale. Et puis on a aussi des étudiants qui se trouvent en stage, et en particulier deux étudiants, dont une avec qui j'ai eu l'occasion de discuter un peu plus précisément, parce que ça va probablement faire l'objet de son mémoire de fin d'études. Elle est en stage, donc aux urgences, radio. Là, ils reçoivent un appel téléphonique du secteur déchocage, en fait, une partie des urgences qui s'occupe des grands blessés, on va dire. Et là, ils sont avertis qu'ils vont recevoir en fait une personne qui a été agressée au moment de l'attentat. Mais ils savent juste qu'ils vont d'abord recevoir quelqu'un qui est gravement blessé suite à quelque chose qui s'est passé dans le centre-ville et dans un lycée. Donc la première action, c'est tiens, quel lycée? Est-ce que c'est mon lycée ou pas? Bon. Et ensuite arrive donc la première personne où là donc ils apprennent également ce qui s'est passé sur le lycée Gambetta. Petite particularité aussi pour cette étudiante, elle a fait toute sa scolarité secondaire au lycée Gambetta. Donc là, elle suivait son parcours de manip sur le lycée Guy Mollet. Et donc là, elle a une première personne qui arrive où elle a un sentiment
d'être complètement inutile en fait. Elle fait partie d'une équipe qui va devoir prendre en charge en fait cette première personne. Et là, elle a un sentiment complètement d'inutilité. Elle regarde ce qui se passe, elle voit ce qui se passe, les gens s'agitent, tout le monde sait ce qu'il a à faire dans ces moments-là, parce qu'il bon, y a un côté professionnel qui forcément prend le dessus. Donc elle a ce sentiment-là clairement. Puis après, il y a une deuxième personne qui arrive, pareil, qui a été blessée lors de l'attaque. Où là, entre les deux, une personne vient la voir en lui disant comment tu te sens, enfin, ça va, oui, ça va, mais elle a toujours ce sentiment d'inutilité en fait, au moment où ça se produit. Alors, ce qui est un peu normal parce que c'est des situations qui sont quand même pas communes, mais en même temps, je pense qu'elle ne s'est pas forcément rendu compte que dans ce qui se passait, dans le côté un peu extraordinaire de la situation, le fait d'observer, le fait de voir peut-être ce qu'elle pouvait, on va dire à son niveau, faire pour faciliter les choses, a pu contribuer à. Mais par contre, a posteriori, une fois que les prises en charge ont été réalisées, il y a eu un petit temps où elle s'est retrouvée seule et où effectivement elle n'a pas su probablement mettre des mots sur ce qu'elle ressentait, mais en tout cas elle était perdue, en fait, avec un mélange de plusieurs émotions. Et puis après, d'autres manipulateurs sont venus pour la rencontrer et puis essayer de parler, de mettre des mots sur ce qu'elle avait pu ressentir ou ce qu'elle avait pu voir. Bon, il se fait que derrière, elle a pu, on va dire, vivre normalement, enfin en tout cas, mais ça l'a suffisamment frappé pour s'interroger en troisième année, puisque l'année dernière elle était en deuxième, en troisième année, pour attaquer ce sujet qui était en quoi la formation d'un étudiant Manip Radio peut, on va dire, à la fois participer et à la fois gérer des émotions auxquelles il n'est pas habitué dans des situations comme ça d'attentat ou en tout cas d'agression de ce type. Donc là, moi, juste mon jeu à moi en tant que formateur, ça va être de l'accompagner forcément pour rédiger son écrit de fin d'études. Mais aussi, moi j'en apprends aussi, parce qu'elle arrive à décrire des choses. C'est un peu plus difficile pour certaines choses, mais sinon, voilà, je suis désolé, j'étais un peu long. Mais... Non, c'est très bien, parce que comme ça, je ne suis pas la seule à me sentir gênée de prendre autant de temps. Donc merci François, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble et c'est un plaisir de travailler avec François. Alors, j'ignore si, ah oui. Quelqu'un a-t-il des questions? Quelqu'un a-t-il des questions? Non? Moi, je voudrais encore dire quelque chose. Alors, avant on n'a pas assez parlé. Voilà, mais en fait, on prépare, vous l'avez entendu, Jean-Marc, je t'ai vu samedi, oui. Pour préparer aujourd'hui, on prend la parole en public s'il y a de l'improvisation, bien sûr, parce que je ne sais pas forcément ce que je vais dire, etc., tout n'est pas tracé. Mais ces jours-ci, je me disais que c'était important de vous faire part aussi de ce que c'est que les neurosciences. Parce que les neurosciences, on en entend partout, mais à la fin, moi, je me disais, mais je suis Manip Radio, mais neurosciences, c'est quoi? Et en fait, on a 10 domaines de neurosciences, 10 grands domaines. Tout n'est pas neurosciences. L'intuition, c'est pas forcément de la neuroscience, mais on va vous dire dans les médias, ça c'est de la neuroscience. Non. En fait, je vais vous les nommer, juste pour que vous l'ayez quelque part dans votre tête, ce qu'est les neurosciences. Comme ça, quand on va vous parler de certaines choses, vous allez dire, non, ça c'est pas neuroscience, ça c'est neuroscience. Ça va? Ça va pour vous? Vous êtes d'accord? 10. Allez, j'y vais vite. Merci. Alors, j'enlève mes lunettes parce que là, c'est ma presbytie. Très bien. Je vous promets, depuis que j'ai écrit le livre, après je m'occupe de mes lunettes. Je vais voir l'ophtalmo. Alors, les 10 domaines de neurosciences, ce sont des aspects, les neurosciences, c'est des aspects spécifiques du système nerveux et du comportement. C'est ça. Donc là, il y a les neurosciences cognitives, qui étudient les mécanismes cérébraux sous-jacents des processus cognitifs, c'est compliqué ça. Il y a les neurosciences comportementales, tous ceux qui vont étudier vos comportements. Les neurosciences développementales,
Il y a la neuroanatomie, donc là, tout ce qu'on fait quand on regarde l'anatomie du cerveau, etc., neuroanatomie. Il y a la neurophysiologie. Il y a les neurosciences cliniques. Donc là, les neurosciences cliniques, ils se concentrent sur les troubles neurologiques et psychiatriques. On a les neurosciences cognitives appliquées. Ça, ce sont comment les connaissances neuroscientifiques sont utilisées pour développer nos interventions pratiques dans des domaines tels que l'éducation, la réhabilitation et la psychologie. Ça, ce sont les neurosciences cognitives appliquées. On a la neurobiologie cellulaire et moléculaire. Donc, Gaëlle fait partie de cette neuroscience-là, qui étudie les cellules nerveuses aussi et les mécanismes moléculaires. Vous verrez dans le livre, j'en parle de certains neurotransmetteurs, acétylcholine, dopamine, sérotonine et GABA. Et on a les neurosciences computationnelles qui utilisent des modèles mathématiques et informatiques pour comprendre les systèmes neuronaux. Et après, on a le dernier domaine, la neuropsychologie. Voilà ce que sont les neurosciences. Je voulais apporter cet élément pour un peu clarifier, même si c'est des termes assez compliqués, mais pour qu'on sache où on se situe et de quoi on parle. Et ici, vous êtes nombreux, des neuroscientifiques. Ils sont nombreux, je peux te le dire. Oui, oui, je te crois. On va devoir s'arrêter là, Sylvie. Oui. On avait dit tout à l'heure, on s'était réservé pour la fin une dernière anecdote. C'est souriant et c'est étonnant, tu vas nous parler du mental blanc, c'est bien ça? Qu'est-ce que c'est que ça, le mental blanc? Vous êtes au courant? Vous savez ce que c'est? Le mental blanc. Vas-y, vas-y. Ça nécessite une préparation, apparemment. Tu fais raconter? Une belle histoire qu'on raconte dans le monde de l'imagerie médicale. Alors, en imagerie médicale, aux États-Unis, il y a 3 étudiants. Un étudiant en droit, retenez bien, c'est important. Un étudiant en droit, un étudiant en manip et un 3e étudiant. Et ils vont faire la fiesta toute la nuit. Toute la nuit. Ils boivent, ils boivent, ils boivent. Et il y en a un des étudiants en manip qui dit « Ça vous dit? On va faire les images en IRM. On va aller tester les IRM. On fait des IRM. Allez, viens, on est en train de faire un sujet d'étude. Viens avec nous. Venez avec nous, on va s'éclater. » Sauf qu'aux États-Unis, c'est pas comme en France. Moi, en France, quand je faisais de l'IRM, la nuit, pendant mes gardes, pour pouvoir monter en niveau d'expertise, sur les IRM qu'on avait, les premières IRM, un des techniciens, les médecins, et même professeur Clarisse, me disait « Sylvie, fais des images de tout ce que tu veux. Tu prends des œufs, des courgettes, des bananes, tu les mets dans l'IRM et tu regardes quel est le signal de chacun de ces tissus. » Donc, la nuit, maintenant vous le savez, quand il n'y avait pas d'urgence, quand il n'y avait pas de personne qui arrivait, moi j'étais encore levée la nuit, et je faisais des images de courgettes, bananes et des œufs. Et d'autres choses aussi qui étaient dans mon plateau repas. Mais après, à l'hôpital, ils nous ont donné moi le plateau repas. Ils ne me donnaient pas de courgettes, mais je ramenais ma courgette et mes œufs. Et donc, aux États-Unis, ça ne se passe pas comme ça. On n'a pas le droit de faire des images comme ça parce que chaque image est facturée. Donc, ils ont fait des images toute la nuit, vous imaginez, complètement alcoolisés. Et le matin, il y en a un qui est encore endormi sur l'IRM. C'est la cata. Et il y a le grand directeur de l'hôpital. « Qu'est-ce que vous avez fait dans mon bureau ?» Ils vont être congédiés. Sauf que le chercheur, il travaille depuis des mois dans ce service sur les cerveaux des moines tibétains. Ceux qui arrivent à avoir très vite un mental blanc. On écoute tous ces histoires des moines tibétains pour savoir comment être zen, etc. Et là, on a des équipes de chercheurs aux États-Unis qui cherchent ça. Et donc, ils regardent les images et ils disent « Mais comment ils ont fait ces étudiants? Qu'est-ce qu'ils ont dit ?» Il y a un interphone en IRM. Quand on parle aux patients, on dit surtout ne bougez pas, attention, on va vous injecter le produit. Vous inquiétez pas, on est là, il reste 3 minutes de séquence. Si vous entendez que ça boum, 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 c'est normal, c'est l'IRM. Donc on parle au patient. Donc là, l'étudiant manip, quand il a capturé les images, il a parlé à son copain qui était dans l'appareil. Et le grand chercheur, il voit ces images et il dit « Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Donc il court dans le bureau du directeur et il dit, avant de les virer, je veux savoir ce qu'ils se sont dit. Et le directeur dit, bah tu l'as ta réponse, ils sont complètement bourrés, c'est l'alcool. C'est grâce à l'alcool qu'on a un mental blanc. Ah, le grand chercheur, il dit, mais attends,
appelle-moi jambon. Enfin, il n'a pas dit ça. Mais je ne sais pas, j'étais pas là. Peut-être qu'en anglais ça se dit. Il a dit, mais non, on ne va pas me dire que c'est l'alcool. Tu ne crois pas qu'on a déjà essayé ça, l'alcool? Et en fait, l'étudiant en droit, je vous ai dit, hein, de vous rappeler, lui, il va dire, d'accord, on ne dit rien, les gars. On ne dit rien, dites rien, dites rien. Parce que déjà, nos parents, etc., nos études, on est foutus. Vous nous réintégrez tous, aucune sanction. On vous promet de dire intégralement ce qu'on a dit. Pour avoir un mental blanc. Souvent, les découvertes sont faites comme ça de façon fortuite. Et je vais vous le dire, et on va faire cet exercice. Vous êtes d'accord? Pour avoir le mental d'un moine tibétain. Donc, si vous le voulez bien, je vais vous demander de m'écouter. Et non, allez, on va être sérieux. Toujours, oui, on va être sérieux, mais surtout, mettez toujours de l'humour. L'humour, c'est le meilleur antidote pour le stress post-traumatique. Mettez de l'humour tout le temps. Quand quelqu'un va vraiment très mal, trouvez une vidéo, la 7e compagnie, n'importe quoi. Tout de suite, switchez sur l'humour. Donc voilà, je reviens à mon mental blanc, on y va. Je vais vous poser une première question, et l'exercice est dans le livre, et vous pourrez le faire chez vous encore. Quelle est l'origine de votre prochaine pensée? Quelle est l'origine de votre prochaine pensée? Gros silence. Rien ne vient? Normalement, rien ne vient. Quelle est la couleur de votre prochaine pensée? Quelle est l'odeur de votre prochaine pensée? C'est cet exercice. Rien ne vient. Vous n'êtes pas fou, hein? Vous êtes très bien. Vous allez très bien, votre cerveau va très bien. En fait, rien ne vient. En fait, quand on pose cette question au cerveau, rien ne vient. C'est ça, c'est comme ça qu'on fait un mental blanc. C'est comme ça qu'a été découvert, et c'est ce qu'a dit le manip dans quelle est l'origine de ta prochaine pensée? Oh, quelle est l'origine de ta prochaine pensée? Voilà, et ils ont réussi à créer un mental blanc. Vous pouvez l'utiliser aussi, ça par exemple, dans des grosses périodes de stress, avant de prendre la parole, où vous avez besoin de faire un vide très vite dans l'esprit pour retrouver le calme. Quelle est l'origine de ta prochaine pensée? Quelqu'un qui est face à vous et qui est en train de ruminer en boucle, en boucle, en boucle. Et au fait, quelle est l'origine de ta prochaine pensée? Et là, il va calmer tout de suite son esprit. Et quand on cherche le sommeil le soir, qu'on a plein de pensées qui nous traversent l'esprit... Ça marche aussi. Ça marche aussi. Alors, mais moi, j'ai l'origine de ma prochaine pensée. Oui. Ma prochaine pensée, c'est qu'il est temps d'aller se ravitailler et de boire quelque chose ensemble et de célébrer cette soirée de sortie du livre. Et je sens l'odeur de la prochaine pensée, c'est le saucisson sec, le saucisson à l'ail, et les petits pains, les wraps que Lolo a confectionnés, etc. Donc l'odeur de ma prochaine pensée, je l'ai. Le fromage de Tom Darneck aussi. Et le goût de la prochaine pensée, il y a Anthony qui est là et qui nous a régalé avec les gâteaux. Donc je voudrais faire une photo des gâteaux avant que... On pourra faire une photo des gâteaux. Et donc, ça serait avec plaisir qu'on va pouvoir... On va y aller? Bah oui, bien sûr. Oui. En tout cas, avant, je voudrais qu'on remercie, qu'on applaudisse très fort Sylvie Janssen. C'était passionnant. Tu as le fou en toi, tu as la vie en toi qui donne envie de lire ton livre. Merci à toi, bravo. Alors, vivre. Alors, mon objectif, c'est bien sûr de vendre le livre, bien sûr, je ne vais pas vous le cacher. Hein. Mais mon objectif, c'est aussi que vous puissiez avoir un outil pour aider chaque personne qui a le genou à terre. Et en ayant les bons outils pour pas ne pas savoir, ne pas quoi dire. Les personnes, elles ne sont pas en train de rire avec nous, etc. Ces personnes, elles sont derrière leur téléphone, au fond de leur canapé, et au fond, elles ne vont pas bien. Quand elles vous voient, elles vous montrent qu'elles vont bien. Elles font semblant l'illusion. Sylvie, Et on y va boire un verre? j'allais dire, on Ouais. nous a donné envie Donc, de c'était goûter le ça. cocktail, donc on va y aller maintenant. Voilà, on fait le cocktail, mais surtout mon objectif, c'est que ça, si vous croisez des gens qui sont en stress post-traumatique,
vous êtes là. Maintenant, vous êtes des petits colibris comme moi et vous pouvez leur transmettre. Il y a des outils. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci.